Bonjour, je suis Fred Olivier en compagnie d'Éric Sivan pour vous présenter Bonne Séance, le podcast dédié à l'actualité du cinéma, à ceux qui le regardent et à ceux qui le font. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Pour ne manquer aucun épisode, pensez à vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée ou notre chaîne YouTube. Dans ce troisième épisode, nous avons le plaisir de recevoir Thierry Lacaze. Bonjour Thierry. Bonjour. Aujourd'hui, notre dose sera consacrée au César, la grand-messe du cinéma français qui se tiendra le 28 février en direct de l'Olympia. Dans les news, on vous parlera des dernières sorties et on continuera de vous donner nos recos ciné, télé, BD et autres. Bonne séance, saison 1, épisode 3. C'est parti. Thierry, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le directeur de la distribution de Studio Canal que nous accueillons, mais c'est l'écrivain du magnifique bouquin 50 ans de cérémonie des Césars. Les nominations sont tombées il y a quelques jours maintenant, et parmi les films les plus nommés, on a Le Comte de Monte Cristo avec 14 nominations, L'Amour ouf 13, Emilia Pérez 12. Alors, c'est la 50e fois que les célèbres compressions de César sont remises. Et avant que tu nous parles de la cérémonie, est-ce que tu peux te présenter rapidement Avec plaisir. Ça fait toujours bizarre quand on dit écrivain, je me sens pas du tout écrivain. Mais j'ai écrit ce livre, voilà, mais je vais pas en écrire 40. Donc, je suis le directeur de la distribution de Studio Canal, comme tu l'as dit. Je suis distributeur depuis que je commence à travailler. Je n'ai jamais fait que ça dans ma vie. J'ai été directeur des ventes, puis directeur marketing, et puis directeur de la distribution. J'ai commencé ma carrière il y a quelques années dans une boîte européenne qui s'appelait Polygram. Et puis j'ai travaillé après dans différentes structures pendant assez longtemps à la 20th Century Fox, au sein du label Fox Searchlight que je dirigeais, puis chez Pathé, puis chez Wild Bunch et enfin chez Studio Canal depuis... J'ai oublié de te prévenir par contre, comme l'émission est dédiée au César, ton temps de réponse sera limité à 1 minute. Parfait. Et au-delà de 7 minutes, tu commenceras à entendre une petite musique. Non, très bien. Et donc Studio Canal depuis bientôt 8 ans. Donc Thierry, concernant la sortie de ce livre, en fait, on a une première question là-dessus, c'est depuis quand et d'où te vient cette passion pour les Césars ? Alors depuis que je suis enfant, mais je pense que c'est le cas de mon cas personnel, je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. C'est-à-dire que je pense que les premiers souvenirs que beaucoup de gens qui aiment le cinéma ont des Césars sont vraiment des souvenirs familiaux, de télévision, sur un canapé ou dans une cuisine, devant une petite télé, avec sa famille. Comme l'Eurovision, comme... Exactement, voilà. Je pense que c'est un espèce de rendez-vous. Ma génération, en tout cas, c'était un rendez-vous du samedi soir qui était considéré... Franchement, un peu comme une émission de variété à l'époque. Ça parlait de cinéma, mais il y avait aussi beaucoup de musique, il y avait beaucoup de chansons, il y avait du spectacle, il y avait c'était un show en fait, c'était vraiment un show télévisé. Ce qui a vraiment été toujours la marque de fabrique des Césars, c'est d'être d'abord une émission de télévision. On leur a parfois reproché, puisqu'il n'y avait pas assez, soi-disant, de spectacle vivant dans cette retransmission. Et je pense que c'est vraiment l'attachement que beaucoup de gens ont à la fois au cinéma et au César, vient d'abord de l'enfance et de souvenirs familiaux, voilà, autour d'un rendez-vous annuel. Et de là, en faire un livre. Alors, de là en faire un livre, c'est-à-dire que ce rendez-vous annuel que moi j'ai découvert quand j'avais 11-12 ans, je n'ai cessé de les regarder. J'ai même le souvenir d'une fois où mon anniversaire tombait exactement le soir d'une cérémonie et j'avais dit à mes copains, je vous avertis, on est d'abord chez moi, on est chez ma mère, on regarde la cérémonie et après on sort. Et c'est devenu en fait, j'ai eu la chance en fait de commencer, donc comme je disais tout à l'heure chez Polygram, sur un film qui s'appelait Ridicule de Patrice Lecomte, qui avait été multinommé au César, 12 nominations à l'époque. Et donc, la première fois où je suis allé en vrai au César, c'était en tant que distributeur, j'étais programmateur à l'époque, et d'un film qui en plus a gagné les 4 Césars. Après, j'y suis allé de temps en temps, et c'est vrai que je n'ai cessé, même en étant distributeur, et de faire en sorte que le cinéma soit mon métier, depuis bientôt 30 ans, d'y aller. Et je n'ai jamais cessé de m'y intéresser, même dans les époques qui ont été les plus complexes de cette cérémonie, malgré les tempêtes qu'elle a pu traverser. On va en parler, je pense, un peu plus tard. Voilà, j'ai toujours aimé parce que c'était un vrai rendez-vous cinéma. Et moi, j'aime beaucoup les rendez-vous cinéma, comme le Festival de Cannes, comme les Oscars, comme les Césars. Dès qu'on peut parler de toute façon de cinéma, je pense que c'est un plus pour nous tous. Mmh. Alors pour coller à l'actualité, en rentrant dans le vif du sujet, on va parler d'Emilia Pérez. Emilia Pérez, ça a eu 4 Golden Globes, ça a
13 nominations aux Oscars, c'est-à-dire une de moins que Titanic, et 12 nominations au César. Est-ce qu'on peut penser qu'un jour, un film étranger ait des nominations au César et puisse être nommé comme meilleur film ? Alors en fait, c'est déjà arrivé parce que les règles ont évolué avec le temps sur les Césars. Donc il y a des films en langue anglaise, par exemple, qui ont gagné le César du meilleur film. Je pense au film de Roman Polanski, Tess, ou au Pianiste de Polanski également en 2003, voire même un film canadien comme Les Invasions barbares. Ces films-là ont toujours eu de l'argent français dans leur coproduction, que ce soit via Claude Berry pour Tess, via Alain Sard pour Le Pianiste, ou via Fabienne Vonnier à l'époque pour le film de Denis Arcand. Mais dans d'autres territoires, ils ont été considérés comme des films non pas français, mais des films soit polonais, soit anglais pour Tess, soit canadiens pour le film de Denis Arcand, en fonction de la nationalité également de leur metteur en scène. Donc oui, ça peut arriver qu'un film qu'on considère, nous, comme étrangers, soit nommé au César, mais il faut quand même qu'il y ait une partie de production française pour qu'il puisse concourir dans les catégories hors meilleur film étranger, naturellement. D'accord. On a vu, c'était le thème de la petite du sketch, de la bande-annonce sur la cérémonie des Césars cette année. Ah oui, très très bien faite. C'est les oubliés des Césars. Est-ce que, d'après toi, quels sont les rendez-vous manqués des Césars ? Un réalisateur, un acteur, une actrice qui ne l'a jamais eu ? Il y en a beaucoup, tous ceux qui ne l'ont pas vu déjà. Moi, il y a un acteur que j'aime énormément depuis toujours. Il est décédé maintenant, mais il avait été nommé 4 fois au César. Il est même venu remettre des Césars. Pour moi, c'est Michel Piccoli. Je pense que Piccoli, vraiment, qui était un immense comédien, notamment pour un film que j'aime beaucoup, qui s'appelait Une étrange affaire de Pierre Granier de Fer. Et oui, voilà, je pense que Piccoli vraiment aurait mérité de recevoir un jour un César du meilleur acteur. Ça paraît fou aujourd'hui de se dire qu'un acteur comme ça l'a pas eu. Oui, mais ça vient du fait du hasard des nominations. Oui, ça vient du fait que les Césars ont été inventés en 1976. Donc voilà, Piccoli avait déjà eu quelques grands rôles auparavant et il en a eu encore beaucoup de 76 jusqu'à son décès. Non, je pense à lui comme ça de manière. Oui, c'est d'abord Piccoli, je pense, oui, vraiment. Pour mémoire aux Oscars, Hitchcock, Kubrick, Tarantino l'ont jamais eu. Tarantino a eu un Oscar du scénario. Oui, mais pas de réalisateur. Ouais. Et côté acteur, Cary Grant, Harrison Ford l'ont jamais eu. Sigourney Weaver, côté actrice, bon, il y en a d'autres, mais bien sûr. On n'est pas là pour sortir les listes. D'ailleurs, ils peuvent encore l'avoir. Oui, c'est vrai. Donc, c'est un fait récurrent dans les cérémonies. Et dans ton livre, c'est un petit chapitre, les coups de gueule. Ah oui, oui. Alors, on se souvient en 2020 de Adèle Haenel qui quitte la salle quand on apprend que Polanski est nommé comme meilleur réalisateur. Est-ce qu'on peut s'attendre cette année à un nouveau coup de gueule ? Est-ce qu'il y a... Alors d'abord, les coups de gueule en général, ils sont pas par tellement prévus. Voilà. Il y a eu cependant... On sent quand même dans l'air du temps des choses qui peuvent provoquer des polémiques. Je ne sais pas, l'IA par exemple ? Non, mais tu as raison sur l'IA, mais au-delà même de ça, je pense qu'il y a toujours eu une tribune aussi qui a été donnée à des revendications parfois au César. Ce que les téléspectateurs n'ont pas toujours compris, mais il faut savoir que c'est pas évident quand on a des revendications de trouver le bon moment pour pouvoir en parler. Et je pense que d'en parler à une heure de grande écoute devant le grand public, en plus des professionnels, permet de sensibiliser plus de gens. Donc il y a eu par le passé beaucoup il y a eu les accords du GATT un temps dans les années 90, il y a eu l'AMI dont on parlait, l'accord de multi-échange, vous vous rappelez à l'époque où Brigitte Fossé et Guédiguian étaient venus sur scène parler de ce souci culturel. Il y en a eu vraiment beaucoup. Les intermittents, naturellement, qui ont eu plusieurs fois accès à cette tribune. C'était l'année où ils venaient pas, où on se disait tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai, mais en même temps, il y avait quand même un problème, en tout cas, qu'il fallait soulever. Et le moment de cette cérémonie permettait, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir en parler de manière assez ouverte et de façon plus grand public, et ne pas faire comme si tout allait bien. Et c'est ça, en fait, je trouve qui est formidable dans les Césars, c'est que c'est à chaque fois l'alliage de plein de choses, à la fois du glamour et du sérieux, à la fois de films très grand public et à la fois de films d'auteur, à la fois de show et de drôlerie, mais parfois de revendications contestataires également, et tant mieux, parce que c'est un petit peu de tout ça et c'est le reflet de ce qu'est la société aussi, je trouve. Donc cette année, je ne sais pas, il y a beaucoup de sujets qui peuvent revenir. Il y a le financement du cinéma dont on va peut-être parler. Il y a plusieurs l'IA, comme tu le dis justement. On est dans un système qui est en ce moment assez mouvementé. Donc on a un nouveau patron du CNC depuis hier et c'est une bonne chose. Mais voilà, tout ça va sans doute amener à
je ne sais pas si ça va mener à des revendications, mais en tout cas, ça va mener à des discussions et c'est assez sain. Non, puis il ne faut pas oublier que les Césars, ça reste une des dernières cérémonies qui se passe en direct à la télévision. Ouais. Il n'y en a plus tant que ça, mine de rien. C'est vrai. Et que, par définition, du coup, il peut toujours se passer quelque chose. C'est vrai. Alors, on va passer aux anecdotes un peu plus rigolotes, un peu plus drôles. Si on te dit un nom, tu peux nous raconter l'histoire qui est associée ? Si tu veux. On va commencer par quelque chose de facile, et un nom facile. Vanessa Paradis. Ah, Vanessa Paradis, il y a plusieurs exemples. Vanessa Paradis, elle gagne le César du meilleur espoir pour Noces Blanches. Et l'année d'après, elle est appelée sur scène pour remettre à son tour le César du meilleur jeune espoir féminin. Pour expliquer, le lauréat est remettant l'année d'après dans sa catégorie. Pas tout le temps, mais en tout cas, ils essayent de faire revenir le lauréat. L'Académie essaye de faire revenir le lauréat sur scène l'année d'après. Et donc, Vanessa Paradis est appelée par Richard Bohringer pour remettre le César du meilleur espoir féminin l'année après qu'elle l'ait reçu. Bohringer annonce les nominations. Elle est toute jeune à l'époque. Hein. Elle est toute jeune. Je pense qu'elle a 19 ans. Même pas, 20 ans peut-être. Et elle ouvre l'enveloppe et c'était une année, il faut dire la vérité, où il y avait 2 actrices qui avaient 2 prénoms identiques. Judith Henry et Judith Godrèche pour ne pas les citer. Et en ouvrant l'enveloppe, elle lit sans doute trop vite ou dans le trac du moment en direct, comme tu l'as dit, puisque cette émission est en direct. Elle ouvre et elle voit Judith, le nom marqué de Judith, et elle dit Judith Godrèche dans La Désenchantée, en se trompant, en mettant la main devant sa bouche, en disant « Mince, non, c'est Judith Henry dans La Discrète ». Donc en fait, Judith Godrèche a eu un César pendant peut-être une demi-seconde, tandis en tout cas, elle a eu un ascenseur émotionnel. Voilà, exactement. Et ce qui doit être très désagréable, hein, on rigole là, mais je pense qu'une actrice qui pense qu'elle l'a, et puis en fait... je ne sais pas, ça, alors, mais en tout cas... Toujours pour faire le parallèle avec nos amis américains, puisque c'est toujours le même week-end, les Césars et les Oscars. Oui, depuis quelques années. Il y a eu la même histoire avec La La Land et Moonlight, qui était pas mal aussi. Exactement, c'était effectivement, là c'était là où s'était trompé d'enveloppe en fait. Il y a une hypocrisie terrible de Warren, une lâcheté masculine de Warren Beatty terrible, qui voit en fait, parce qu'ils sont trompés d'enveloppe en fait. Ils ont donné l'enveloppe de l'Oscar de la meilleure actrice où était indiquée Emma Stone dans La La Land pour l'Oscar du meilleur film. Et donc, ils voient que c'est pas la bonne enveloppe ni le bon nom, mais du coup, il la donne à Faye Dunaway qui, elle, dit La La Land en fait. C'est quand même horrible quand on y pense en fait, vraiment. Ça, vas-y, toi, dis. Exactement, dis-le, c'est toi qui prends le truc. L'anecdote suivante, Bette Davis. Bette Davis, elle avait reçu un César d'honneur. Elle avait remis un César d'honneur à la Cinémathèque à Costa Gavras à l'époque en 86, et elle était déjà sur la fin de sa carrière, et elle était venue recevoir son César d'honneur des mains d'Olivia de Havilland, qui était une grande comédienne des années 40 déjà. Comment ? Autant l'emporte le vent, et qui a eu quand même 2 Oscars de la meilleure actrice. Et Bette Davis ne laissait pas traduire, parce qu'elle parlait en anglais, et elle ne laissait pas traduire Michel Drucker, qui était le maître de cérémonie cette année-là. Et donc elle passait son temps à lui couper la parole, et donc elle continue son petit discours en disant « Mais qui est ce gars qui me parle en français à côté ?» Parce qu'il y avait peut-être eu un petit peu de boisson avant. Elle aimait bien le champagne. Voilà. Alors, une dernière, Quentin Tarantino. Alors, Quentin Tarantino, il devait venir sur l'année où il était nommé pour Pulp Fiction, pour le César du meilleur film étranger, qui était une grosse année pour le César du film étranger, puisqu'il y avait la liste de Schindler de nommé 95. Et il avait eu la Palme d'Or déjà. Il avait eu la Palme d'Or quelques mois auparavant, et donc Pulp Fiction était parmi les 5 nommés pour le César du meilleur film étranger, et il voulait profiter du fait qu'il soit nommé pour le faire venir, et qu'il remette un César d'honneur ou un hommage, je ne sais plus, à Jean-Pierre Melville, avec Alain Delon. C'est un séréalisateur préféré. C'est un metteur en scène qu'il adore, il a toujours dit, il a toujours dit que c'était vraiment ses plus grandes références. À l'époque, il avait fait peu de films, il avait fait Reservoir Dogs et Pulp Fiction. Il a toujours dit que sa plus grande référence, c'était Jean-Pierre Melville. Et donc, avec Alain Delon, qui était le président de cette cérémonie, de la 20e cérémonie des Césars, il était question qu'ils remettent tous les deux donc un César d'honneur, ou en tout cas qu'ils rendent hommage à Jean-Pierre Melville. Et il a planté, il n'est pas venu à la cérémonie. Et du coup, c'est Bertrand Tavernier qui a été appelé un peu au dernier moment, qui était capable de parler de Jean-Pierre Melville pendant des journées entières, et qu'on ne pouvait écouter pendant des journées entières parler de Melville d'ailleurs, qui est venu à la place de Tarantino pour le remplacer. Et donc Tarantino est venu quelques années plus tard. Il a brillé par son absence en 95, mais il est revenu après. Il est venu recevoir un César d'honneur quelques années après. Mais quand on dit qu'il a planté, il était à Paris et il n'est pas venu, ou il n'est pas venu? Je crois qu'il n'est pas venu en France. Donc, oui, il n'a pas planté à la dernière Non, il n'est pas resté au café à côté. Eh ben non, je dirais pas. J'étais au ciné.
Alors, il y a un rôle qui est très important au César, c'est le maître de cérémonie. Présentateur TV, humoriste, comédien, tout a été tenté à peu près. On parlait de Michel Drucker, il y a eu Léon Zitrone pour les plus anciens. C'est quand même assez marrant de repenser à tous ces gens. Pierre Tchernia qui tient la... Pierre Tchernia, qui est le recordman, je crois, de présentation, qui reste donc Monsieur Cinéma pour tout le monde. Même la présentation collégiale l'année dernière avec 13 présentateurs différents. D'après toi, c'est quoi les bons critères pour être maître de cérémonie ? C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pour moi la meilleure maîtresse de cérémonie, ça a été Valérie Lemercier. Parce que je trouve qu'elle allie à la fois le chic et la drôlerie, l'humour un peu déconcertant et l'humour très populaire. Et elle arrive à apporter un peu de second degré dans ce truc un peu sérieux aussi. Donc j'aime beaucoup ça, moi, en fait, quand tout se mélange de la sorte. Et je trouve qu'elle arrive à décontracter la salle, ce qui est quand même pas évident, à les tenir aussi. Il faut pas oublier quand même, quelqu'un a dit ça une fois, et je trouve que c'est très très juste, c'est que la majeure partie des gens qui sont sur le parterre sont des gens qui sont nommés. Et donc, plus la cérémonie avance, plus il y a de perdants parmi ces gens-là. Donc, ça veut dire plus il y a de gens qui sont déçus, ce qui n'est pas très grave, on s'en remet de ne pas avoir un César, je suppose. Mais en tout cas, sur ce moment-là, il y a une espèce de lourdeur et de chape de plomb qui se met au fur et à mesure de la cérémonie dans la salle, parce que c'est tout simplement des gens qui sont déçus de ne pas l'avoir. Et je trouve que Valérie Lemercier, elle a réussi. Chaque fois où elle est venue, même une fois où elle était venue en duo avec Adèle Malé, ce qui n'était pas évident pour eux, parce qu'ils étaient peu habitués à faire des duos sur scène, mais les fois où elle est venue en tout cas seule en tant que maîtresse de cérémonie, j'ai quand même l'impression qu'elle a toujours... Elle est arrivée en chantant Maldon sur scène une année où elle était maîtresse de cérémonie, même l'année dernière où elle était présidente, elle n'était pas maîtresse de cérémonie, elle arrive en chantant Si j'étais présidente, Gérard Lenormand. Elle a une légèreté et un chic qui, je trouve, font du bien à ce moment télévisé. Elle est ni consensuelle, ni trop fofolle pour faire la cérémonie. Elle sait tenir, elle vient de la scène, du spectacle, elle est légitime dans le cinéma aussi. Voilà, donc elle a tous les atouts, mais... Bon, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, il y a eu plusieurs époques, parce que les premières époques étaient beaucoup plus... c'était une espèce de pensum de devoir présenter la cérémonie. Comme tu le dis, c'était Léon Zitrone, Tchernia, avec quelque chose de très sérieux dans tout ça. C'était un gros rendez-vous officiel, en fait. Il y avait quelque chose de très officiel dans ça. Après, il y a eu les années Canal, quand Canal a récupéré la cérémonie en 94. Et là, du coup, c'est vrai que Decaune et Chabat ont fait un travail extraordinaire en dépoussiérant la cérémonie, qui était quand même en perte de vitesse quand elle était diffusée sur la 2 à l'époque. Et donc, du coup, c'est vrai que ça a apporté quelque chose de très... vivifiant à la cérémonie quand elle a été diffusée sur Canal à la fin, au milieu des années 90. Et là, maintenant, je trouve qu'il y a effectivement quelque chose de plus... les fameux, l'année dernière, en fait, de vouloir mélanger les maîtres de cérémonie et les remettants, ce qu'ils refont d'ailleurs cette année. Et je trouve une bonne chose dans le dynamisme même de la cérémonie, vous voyez. Decaune qui est avec Tchernia, le recordman aussi en termes de présentation. En gros, il y avait Tchernia au XXe siècle et Decaune au XXIe. Ouais, c'est vrai. Un mot sur le président, qui a aussi un rôle extrêmement important. Ce sera une présidente cette année, Catherine Deneuve. Pour la deuxième fois. Deuxième fois présidente. Alors, il y a eu 2 années avec une présidence vacante. Il y a 2003, c'était parce que la cérémonie était quelques semaines après le décès de Daniel Toscan du Plantier, donc c'était un hommage à Daniel Toscan du Plantier, mais en 2017 également. C'est l'année où Roman Polanski devait être président. En fait, l'Académie avait choisi Roman Polanski, puis il y a eu plein d'histoires autour de cette présidence, une espèce de scandale comme quoi c'était Polanski qui allait être le président, même la secrétaire d'État s'en est mêlée, et l'Académie a décidé finalement de demander à Polanski de ne pas venir, de ne pas être président. C'est Terzian lui-même, du coup, qui était à l'époque président de l'Académie des Césars. Donc c'est lui qui est venu pour ouvrir la cérémonie, et du coup il n'y a pas eu de président cette année-là. C'est un peu dommage. C'est important. Le président n'est pas. C'est une espèce de titre très honorifique qui sert pas à grand chose, qui dure juste l'histoire d'une cérémonie. Oui, tu viens, tu ouvres et tu fermes la cérémonie. Mais qui donne, et que tu donnes le César du meilleur film à 2-3 fois près, où c'est pas la présidente ou le président qui l'a donné. Mais en tout cas, ça veut juste dire que ta place dans le cinéma français est importante et est considérée comme importante, en tout cas, quel que soit le président ou la présidente. Là, c'est vrai que le fait que ce soit Catherine Deneuve pour la 50e cérémonie,
c'est assez magnifique que la plus grande comédienne du cinéma français accepte de revenir une deuxième fois. Elle a été présidente en 83, donc très jeune dans sa carrière. Quand on y pense, elle était déjà star très très jeune. Donc du coup, je trouve que ça donne une image, comme on le disait un peu tout à l'heure, à la fois très cinéma, très glamour à cette présidence, et c'est une bonne chose. Et elle a été meilleure actrice dans le film qui a eu le plus de César dans l'histoire. Le Dernier Métro. Ouais, son premier César, puisqu'elle a reçu 2 Césars, Catherine Deneuve pour Le Dernier Métro et 12 ans après pour Indochine. Et elle a fait partie effectivement des 10 récipiendaires des Césars du Dernier Métro en 81, qui était l'une des premières récompenses qu'elle recevait en tant que comédienne. Après, elle est venue beaucoup, puisqu'elle a été nommée 14 fois au César, donc elle n'est pas venue toutes les fois où elle était nommée, mais en tout cas, elle a été nommée dès la première cérémonie des Césars, puisque en 76, lors de la première cérémonie, elle était déjà nommée meilleure actrice pour Le Sauvage, le film de Rapneau, qui avait été un très gros succès à l'époque. Les Césars, c'est aussi une élection. Qui dit élection dit règlement. On sait que ce règlement, il évolue. Par exemple, en 2010, un acteur ne pouvait pas être nommé comme meilleur acteur et meilleur espoir. En 2010, il pouvait. Oui, il pouvait. À la suite, c'est ça. C'est après 2010, c'est le cas Tahar Rahim, puisqu'il a eu 2 fois le César pour meilleur acteur et meilleur espoir. Et l'année d'après, il y a une nouvelle règle qui a dit... Maintenant, on arrête. Exactement. Un jeune acteur, en fait, pouvait être nommé. L'année dernière, par exemple, Raphaël Quenard a été nommé meilleur acteur et meilleur jeune espoir masculin, et il a eu le César du meilleur jeune espoir masculin pour Chêne Lacasse, mais il a été nommé meilleur acteur pour un autre film, pour Yannick, le film de Dupieux. Donc, ce qui est vrai, c'est que c'est assez. En fait, aujourd'hui, un acteur est nommé dans la catégorie où il a le plus de voix. Voilà. Donc, Abou Sangaré, dans l'histoire de Souleymane cette année, est nommé en meilleur espoir. Il a reçu la lumière par la critique internationale du meilleur acteur de l'année. Il aurait pu concourir dans la catégorie du César du meilleur acteur si la catégorie où il avait eu le plus de voix avait été celle-ci, en fait, voilà, tout simplement. Donc je pense que c'est assez sain, ça permet à plusieurs personnes de pouvoir l'emporter. Les 2 victoires de Tahar Rahim restent exceptionnelles. Anconina avait eu 2 Césars aussi l'année où il avait été nommé pour Ciao Pantin, puisqu'il avait été nommé en second rôle masculin pour Ciao Pantin, et il avait remporté le César également. C'était pas celui du meilleur acteur, mais en tout cas il avait également eu le doublé de ce qu'on appelle le doublé espoir et un second et César. Il y a un autre doublé, c'est entre 2016 et 2020, on pouvait pas faire le doublé meilleur film, meilleur réalisateur. Ouais, ça je trouve que c'est un peu pour le coup, autant je trouve ça très bien. Ça, la première. Aussi des cas où des films avaient tout raflé. Ouais, la première règle, je trouve, de ne pas être qu'un acteur Guillaume et les garçons à table. Voilà, la première règle qu'un acteur ne puisse pas recevoir 2 Césars pour le même film dans 2 catégories me semble assez juste. Autant celle qui a permis... En fait, ça venait après la victoire de Guillaume et les garçons à table et de Timbuktu, où on a beaucoup vu dans la même cérémonie et Guillaume Gallienne et Abderrahmane Sissako l'année d'après. L'Académie a décidé du coup de séparer le César du meilleur film du meilleur réalisateur, année après année. Ce qui du coup a permis à pas mal de metteurs, d'où le fait que Polanski a emporté l'année de J'accuse, là où peut-être que si la règle n'avait pas existé, on ne pourra jamais savoir. Ladjli, qui a gagné le César du meilleur film pour Les Misérables, peut-être qu'il l'aurait remporté pour meilleur réalisateur également. Cette règle, heureusement, n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Elle a vraiment été faite pour multiplier le nombre de gagnants, mais je trouve qu'elle n'était pas très très juste par rapport à la catégorie du meilleur metteur en scène. Donc il n'y a pas de nouvelle règle a priori pour cette année. Non. Mais il y a un petit mémo des Césars qui est téléchargeable sur le site, qui est assez rigolo, parce que dedans, ils te donnent plein de conseils sur... comment remercier, tout ça, c'est ça? Comment remercier. Ils te disent, préparez votre discours à l'avance, n'oubliez pas de dire les personnes qui vous ont inspiré, etc. Ils vous guident un peu comme ça. Ils te disent même comment entretenir ton César, si jamais il s'oxyde un peu de mirror. Il y a tout. C'est rigolo. Non, mais ce qui est vrai, c'est que les remerciements étaient parfois trop longs. Alors maintenant, ils sont chronométrés, c'est un peu comme aux Oscars, où la musique se met en branle au bout de 45 secondes. Mais j'ai dû revoir moi toutes les cérémonies, même celles que je n'avais pas vues puisque j'étais trop jeune, les toutes premières pour faire ce livre. Sur le site de l'Académie, quand on est votant, je crois seulement. Ah oui, d'accord. Quand on est votant. Et donc, elles y sont toutes, et donc je les ai toutes revues. Et ce qui est fou, c'est les premières années, en fait, beaucoup des gagnants ne parlaient même pas, en fait. Ils recevaient leur prix et ils partaient en coulisses. Anne Girardot, elle reçoit son prix et elle part directement, en fait. Louis de Funès, qui reçoit son César d'honneur. Jerry Lewis fait une espèce de blague, il l'embrasse sur la bouche, etc. La salle s'esclave de rire. Il reçoit le prix et il repart. Il n'y avait même pas de discours, en fait. Et pourtant, elles étaient très, très longues, ces cérémonies, je peux vous dire. Mais là, je pense qu'on a trouvé un bon statu quo, en fait, en faisant en sorte que les récipiendaires puissent parler un petit peu. Alors, justement, toi, tu dis que la cérémonie était très très longue. Elle est souvent jugée comme trop longue par les téléspectateurs. Toi qui y es allé plusieurs fois, quand on y est, c'est comment ?
Quand on y est, c'est très agréable quand on y est et qu'on a des films qui sont nommés. L'année dernière, on avait beaucoup de nominations pour Le Règne animal et pour Je verrai toujours vos visages, donc c'était très très agréable d'être au milieu des équipes de ces films-là, et c'est vraiment très 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 joyeux. Mais après, j'avoue que j'aime beaucoup voir la cérémonie à la télévision quand même, parce que c'est... D'abord, il y a les contre-chants qui sont hyper beaux qu'on n'a pas dans la salle. L'un des plus beaux moments, de l'histoire des Césars, je pense, c'est le César d'Annie Girardot. Et on a eu la chance, nous tous, en tant que téléspectateurs, d'avoir des contre-chants de la salle, et notamment de l'émotion énorme des actrices qui étaient filmées à ce moment-là. Je me souviens de Sophie Marceau, Juliette Binoche, Marie Gillin ou Carmen Maura qui étaient dans la salle, et de les voir bouleversées en larmes à la vue du discours d'Annie Girardot et à l'écoute du discours d'Annie Girardot sur scène. Quand on est dans la salle, on a évidemment cette émotion en premier degré, j'ai envie de dire, mais on ne voit pas l'émotion des autres. Mm-hmm. Donc du coup, il y a quand même quelque chose en tant que téléspectateur qui est... Oui, voilà, c'est quand même filmé comme une émission de télévision pour que les téléspectateurs... De toute façon, le livre parle vraiment de ça, que ce soit bien clair. Hein. Le livre se met vraiment à hauteur des téléspectateurs. Il était pour moi hors de question de faire un livre différent de celui que n'importe qui aurait pu faire, vraiment. Alors, si on devait remettre un César des Césars de tous les temps, sur ces 50 ans de cérémonie, dans les 4 catégories reines, on va dire, pour toi, le meilleur film, ce serait lequel ? Parmi tous les gagnants, tu veux dire ? Sur tous les Césars reçus, lequel ? Ah, c'est difficile cette question, mais... On parlait du Dernier Métro, et c'est vrai que moi j'ai beaucoup appris le cinéma à travers le Dernier Métro, parce que j'avais l'âge où... Moi je pense que tout ce qu'on apprend dans le cinéma quand on est adolescent forge tout ce qu'on va être et aimer beaucoup plus tard. Mais les bases sont là. Donc le Dernier Métro m'a permis vraiment d'adorer effectivement le cinéma de Truffaut, le cinéma tout court. Donc oui, je dirais le Dernier Métro comme ça. Et donc le meilleur réalisateur ? Le meilleur réalisateur, je dirais les 2 Césars de Claude Sautet. Parce qu'il a eu le César pour Un cœur en hiver et pour Nelly Monsieur Arnaud. Ouais. Et j'ai toujours été fou du cinéma de Claude Sautet. Mais il y a une patte Claude Sautet, quoi. Ouais, je revois ses films tous les ans. Je dis pas ça parce qu'il est au catalogue Studio Canal, hein, je l'aimais déjà beaucoup avant. Mais non, je dirais les 2 Césars de Claude Sautet, oui. Et alors, acteur-actrice ? Acteur-actrice, c'est compliqué, mais j'ai vraiment une passion pour Daniel Auteuil depuis toujours. Donc je dirais les 2 Césars de Daniel Auteuil qu'il a eu pour Jean de Florette et pour La fille sur le pont. Et puis il est nommé 14 fois aussi, hein, Daniel Auteuil. Donc, et l'actrice, c'est évidemment Catherine Deneuve, oui. Oui. Oui, tu vois, 14 nominations, 2 Césars. Donc il y en a qui, au bout de 5 ou 6 nominations, ne l'ont pas encore. C'est presque normal. Ah ouais, voilà, exactement. Parce que Catherine Deneuve, tu me disais, c'est combien de nominations ? 14 aussi, pour 2 Césars aussi. Ouais. Donc c'est ça. Elle l'a eu plus tôt quand même. C'est 1 sur 7, hein, les gars, donc accrochez-vous. Ouais, c'est ça. Mais la première page du livre est consacrée à une phrase que m'a donnée Isabelle Huppert, qui est l'actrice la plus nommée quand même, puisqu'elle a été nommée 16 fois au César. Et elle était surprise que je lui demande, parce que dans sa tête à elle, elle a beaucoup perdu. Et c'est vrai, elle est venue très souvent sans pouvoir se lever, puisqu'elle n'a pas gagné. Et oui, voilà, gagner ou perdre, mais surtout ne pas se perdre. Et c'est ça, en fait, ce à quoi elle pense, parce elle me dit, mais il n'y a pas tellement de justification que ce soit moi qui écrive. Je dis, oui, mais tu es l'actrice la plus nommée de l'histoire. Mais elle, dans sa tête, elle a passé 20 ans à rester assise sans que son nom soit appelé. C'est dur, je trouve, quand on se met à la place pas parce qu'elle est actrice, de n'importe qui, qu'on pense être élu à quelque chose et qu'on ne l'est pas. Elle était dans la petite case, comme ils disent dans le... Elle était sur la photo, oui, voilà, exactement. Mais en tout cas, j'ai l'occasion de la remercier d'avoir bien voulu écrire cette phrase pour moi. Merci Thierry. On a une tradition maintenant, on va jouer à un jeu qui s'appelle le C'est quoi la fin ? Le principe est simple, on commence une phrase, à toi de la terminer. D'accord. Prêt ? Ok. Alors, en maître de cérémonie, pour la 51e cérémonie, donc là, je rappelle, cette année, ce sera Jean-Pascal Zadi qui va présenter la cérémonie. L'année prochaine, je propose... L'année prochaine, je propose Raphaël Quenard. D'accord. Bim. Le film hors Studio Canal, je veux que tu te fâches avec personne, que tu attends le plus en 2025 ? Le film que j'attends le plus en 2025, c'est le film de Martin Bourboulon. 13 jours, 13 nuits. D'accord. Film français, hein ? Oui. D'accord. Avec Roche Dizem. Oh.
Sinon, le film international, c'est le Paul Thomas Anderson, quand même, que j'attends le plus. Hein, mais... Dont on ne sait ni le titre, ni rien. On sait qu'il y avait une projection. Le casting, je crois. Je crois qu'il y avait une projection test en Amérique qui a été assez extraordinaire. Il y a Leonardo, non ? Ouais. Leonardo DiCaprio. Ouais. Le film que je n'ai jamais vu, et c'est un peu la honte. Ah, le film que je n'ai jamais vu. Alors, je veux dire un vrai classique. Je n'ai jamais vu Le Mécano de la Générale de Buster Keaton. D'accord. Bon. En même temps, c'est ouais, bon. Et puis c'est pas... Je dis pas que c'est grave, mais je l'ai jamais vu en tout cas. Est-ce que ça se trouve facilement, le Mécano? Oui, je crois. Oui. Je crois que c'est dans la collection MK2, je crois. Je sais pas. Alors on sait que tu as aussi une passion pour les restaurants. Si le restaurant que tu recommanderais à Paris, c'est... Le restaurant que je recommanderais à Paris, il n'est pas à Paris. Il est à Eugénie-les-Bains, chez Guérard. Chez Guérard. D'accord. Michel Guérard, qui était un extraordinaire cuisinier, qui a inventé la nouvelle cuisine d'ailleurs, et qui a un restaurant sublime qui s'appelle la Ferme des Prés, je crois, qui est à Eugénie-les-Bains, dans les Landes. D'accord. Et le livre que je rêve de voir adapté au cinéma, c'est... C'est souvent difficile d'adapter les livres au cinéma. Là, il y a François Ozon qui va adapter L'étranger. Mais le livre que... c'est difficile, ça, comme question. Mais j'ai lu un très 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 beau livre là pendant les vacances de Noël, qui est un livre de Russell Banks qui s'appelle Le Royaume Enchanté, et ce serait un très beau film, pas rigolo, mais ce serait un beau film. Le Royaume Enchanté. Très bien. Merci beaucoup Thierry d'avoir accepté notre invitation. Merci Thierry. Et maintenant des chiffres, de l'actu, de la culture, c'est les news. Alors Eric, cette semaine, un ou deux films qui se détachent, on a un petit peu presque un phénomène Tushington. Alors, on appelle ça un padding-tuche, nous. Un padding-tuche. On a hésité, tu vois. Alors, avant qu'on parle des sorties de cette semaine, on a le bilan du mois de janvier, 13,8 millions d'entrées, c'est précis, soit une augmentation de 0,8%. Alors 0,8%, quand c'est une augmentation de salaire, on trouve ça vraiment pas terrible. Quand c'est les entrées, on se dit que c'est plutôt pas mieux trop mal. Voilà. Et puis donc les 3 films millionnaires de janvier, c'est Mufasa avec 1,8 million. Et puis ex aequo, Sonic 3 et l'excellent Un ours dans le Jura avec 1 million 100. Un ours dans le Jura qui est déjà 1,3 million maintenant. Et puis hier c'était une grosse sortie, donc Padding Tuche avec God Save the Tuche qui est à 230 000 entrées en incluant les avant-premières, et Paddington qui est à 115 000 entrées en incluant aussi les avant-premières. 120. Allez, 120. Les Tuches c'est un petit peu plus même, non? C'est 248, non? C'est pas plus? Il y a toujours des chiffres qui arrivent. Oui, voilà. Donc on va dire c'est un peu tôt en fait, on va le savoir dans 2 heures, mais oui. Mais quand l'émission passera, ils seront déjà... Ah oui, d'accord. Donc, 2 films qui vont aller être millionnaires, on l'imagine. Oui. Qui vont faire de longues vacances. Au moins millionnaires. Le 12 février, si on ne garde que 3 films. Eh bien, on va parler de The Brutalist, quand même. 3 Golden Globes déjà. C'est 10 nominations aux Oscars, ce qui représente une nomination toutes les 21 minutes. Figure-toi, Thierry, pour ce film de 3h35. Donc, c'est impressionnant. Il y a un petit fun fact sur ce film, c'est que le réalisateur Brady Corbett, avec son nom de footballeur américain, c'est son 3e film. Et les 2 premiers ne sont jamais sortis en France. Ouais, c'est ça. Mais il était connu en tant qu'acteur, en fait. Il jouait, absolument. C'est comme ça qu'on l'a découvert, en fait. Donc, mais moi, j'ai très envie de voir le film, en tout cas. Ça a l'air assez... Il paraît qu'il y a un entracte. Absolument. Ouais. Ouais. J'allais dire au milieu du film, bah oui. Mais non. Je vais pas le mettre à la fin. Non, mais il y a longtemps qu'il y avait un film avec un entracte, en fait. On a vu ça quand on était plus jeune, mais maintenant, c'est vrai que c'est assez rare. Striptease intégral. Les auteurs récompensés du César du meilleur film documentaire en 2019 reviennent avec un film composé de 5 segments, 5 nouveaux documentaires. Donc n'hésitez pas à glisser un billet dans Striptease intégral. Et puis le 12 février, c'est le retour de la reine du box office. Enfin, pardon, excusez-moi pour ce lapsus bien involontaire. C'est très méchant. C'est Bridget Jones qui est passée en 4 films de Boubou le rondouillarde à Quinca plutôt coquette. Et comme on est jumeaux avec René Z, moi je veux bien qu'elle m'appelle pour me filer 2-3 secrets. Et 3 films que l'on garde sur la sortie du 19 février. Dis-moi juste que tu m'aimes. Un casting de rêve. Omar Sy, Élodie Bouchès, Vanessa Paradis, une des meilleures remettantes au César, donc, et l'idole d'Éric et moi, José Garcia. Donc c'est pas, comme le casting le laisse penser, c'est pas une comédie, même si ça se passe à Vannes. C'est pas du tout un film dans l'ambiance potache, mais plutôt dans l'ambiance tendue, thriller. Absolument.
On a aussi Mercato avec Tristan Seguela, le réalisateur de l'excellent Docteur avec Michel Blanc, Hakim Djemili, et de la série Tapis avec Laurent Lafitte. Et nous emmène cette fois dans les coulisses du football, pas dans les vestiaires, avec Jamel, en agent de joueur pressé par le temps pour faire le deal du siècle. Là encore, on est dans un faux ami. C'est a priori, même si c'est Jamel, c'est pas une comédie. Absolument. C'est pas une comédie. Et L'attachement, toujours pas une comédie, donc le film de la délicate Karine Tardieu. Le film est magnifique, vraiment. Le film a très bien marché. Ça avait beaucoup ému. Je pense que ça avait beaucoup ému la salle en général au Congrès des exploitants. Tenu dans un vraiment, c'est des acteurs vraiment absolument magnifiques qu'on a rarement vu aussi juste et émouvant, vraiment. Et puis Mohamed, il fait une composition extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et Valérie Bruni-Tedeschi est prodigieuse dedans. Non, c'est un grand film, vraiment, vraiment qui va fonctionner très bien. Du coup, ils ne peuvent pas être nommés au César cette année, mais peut-être au César de l'année prochaine. Et puis les news en vrac. Hans Zimmer, le compositeur qui vient d'avoir le Grammy pour Dune 2, est en discussion avec l'Arabie Saoudite pour refaire leur hymne national. Bonne chance à lui. Michael, le biopic sur le King of Pop, qui est prévu toujours le 1er octobre a priori, ils doivent modifier leur fin parce que, pour des raisons un petit peu juridiques, je crois, ils sont obligés de re-shooter un petit peu la fin. Alien Earth, c'est Alien, une franchise Fox que tu connais bien. Le plus célèbre xénomorphe qui débarque sur Terre dans une série Disney prévue pour l'été 2025, créée par Noah Hawley, qui avait fait Fargo, et avec Sidney Chandler, le fils de Kyle, le coach. Sidney, c'est la fille. La fille. Ouais, pour l'instant, c'est sa fille. Mais oui. Et toujours Disney+, on sait qu'ils ont signé un accord dans lequel Disney s'engage à investir dans le cinéma français. Donc sur 3 ans, c'est à peu près 25% du chiffre d'affaires net en France, ce qui représente à peu près 70 films qui vont être mis en production. Et pour ces films, la fenêtre de diffusion sera réduite à 9 mois. Elle est de 6 pour Canal+, pour le rappeler. Et puis après le cinéma premium, on a le musée premium, puisque maintenant, pour résoudre les problèmes d'embouteillage du Louvre et payer aussi la facture des travaux de rénovation, le musée a annoncé que pour voir la Joconde, il faudra acheter un billet supplémentaire. Ouais. Bon. Il faut trouver de l'argent là où il est. Oui, c'est ça. Après, pourquoi pas, ils vont isoler la Joconde dans une autre salle avec une entrée dédiée et avec un ticket dédié. Mais qu'est-ce qui se passe quand on va au Vatican, par exemple? Si on veut voir la Javel Sixtine, il faut payer un billet supplémentaire. T'as raison. Et bref, ça c'est la news la plus courte. Bref, saison 2 qui arrive le 14 février sur Disney+, aussi. Oui. Côté BD, on est sur El Diablo pour cette émission qui est sortie chez Dupuis. El Diablo, c'est en gros l'histoire de conquistadors qui se perdent, qui sont affamés, qui atterrissent dans une île. Et là, il y a l'âme de la forêt qui est là. Et l'âme de la forêt, c'est le marsupilami. Donc c'est les origines du marsupilami. C'est 7 à 77 ans. Et c'est surtout très beau. Ça me fait penser, il y avait une autre BD sur le marsupilami qui est un peu en marge de La Bête. Ouais. Qui est en 2 tomes. Et là où l'histoire, c'est plutôt et si le marsupilami n'était pas un gentil petit doudou, mais une bête féroce en fait. D'accord. Très belle BD aussi. Voilà, c'est maintenant la fin de cet épisode. Ce podcast a été produit par l'agence Le FBI et réalisé par le studio podcast by Sonacom. Pour nous suivre et ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner via votre plateforme d'écoute préférée ou notre chaîne YouTube. Avec Eric, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour notre prochain épisode. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et surtout, bonne séance. Merci. Au revoir. Au revoir.